Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche à 13h30 dans C'est ça la France, l'émission qui met à l'honneur les entrepreneurs audacieux, ceux qui choisissent de relever le défi du Made in France en produisant localement plutôt qu'à l'étranger. Un défi pas toujours simple à relever. Le 30 octobre 2023, l'INSEE a publié les chiffres plutôt alarmants. La part du Made in France dans les produits manufacturés en France a chuté de 82% à 38% au fil des années. Cette tendance n'est pas uniquement française, elle touche l'ensemble des pays européens, reflétant cette mondialisation galopante de ces dernières décennies. Par ailleurs, le contexte actuel n'est pas toujours engageant. Alors, quel avenir pour nos entrepreneurs? Peut-on encore croire à la réindustrialisation du pays? Quels sont les défis à surmonter pour maintenir et revitaliser nos industries locales? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Olivier Luancy. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. Alors vous êtes spécialiste industrie conscient en stratégie, enseignant à l'École des Mines de Paris. Votre dernier livre, Réindustrialiser, le défi d'une génération aux éditions Déviation. C'est ça, c'est bien ça? Je dis pas de bêtises. Exactement. C'est bon jusque-là. Merci également à Pascal Torquetil d'être avec nous. Bonjour Pascal, vous êtes un entrepreneur français. Vous avez dirigé pendant plus de 20 ans le groupe Muller, une ETI familiale leader dans son domaine, les solutions de chauffage électrique. Vous êtes particulièrement engagé dans le Made in France. Après 3 générations, vous avez cédé votre groupe il y a 2 ans. Vous avez monté un family office Tepagia. Vous êtes très investi dans le mentorat, vous aidez les jeunes entrepreneurs à développer leurs projets en France et à l'international. En général, vous intégrez toujours le board de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un vrai accompagnement. Vous investissez donc dans différentes entreprises. Vous êtes un membre très actif au MEDEF, au METI, à la CCI. Alors, on va parler ensemble de cette situation en France. On va commencer avec vous, Olivier Luancy. Alors, on entend ces 3 000 milliards de dettes de la France à la radio en boucle. C'est assez vertigineux quand même. Oh oui, les chiffres sont vertigineux, mais un petit peu comme l'a été aussi notre désindustrialisation il y a quelques décennies. On est passé de 25% de notre économie qui dépendait de l'industrie dans les années 70-80 à 10% à partir de 2010. Et on sait que derrière cette désindustrialisation, il y a une paupérisation des territoires, mais il y a aussi un système, un pacte social qui est le nôtre, qui n'a été moins bien financé. Et on a trouvé des compensations en partie par la dette et aujourd'hui on en voit le résultat. Et vous n'êtes pas très optimiste quant aux objectifs de réindustrialisation fixés par le pays? Je dirais pas ça. Je dirais qu'il faut avoir des objectifs ambitieux mais réalistes. Quand on explique aux Français qu'on va aller sur Mars alors qu'on n'est pas encore capable d'envoyer une fusée sur la Lune, je pense qu'il y a un petit sujet. Et effectivement, c'est ce qu'on a mis. Alors, j'étais pas seul, j'étais entouré d'une vingtaine de personnalités reconnues, des gens des syndicats, des gens de l'entreprise, des élus locaux, des sociologues, etc. On a examiné un peu notre trajectoire de réindustrialisation et le constat auquel on est arrivé, c'est on peut vouloir aller à la moyenne européenne qu'on qualifie souvent de 15% du PIB, c'était l'objectif du gouvernement, seulement ça va prendre du temps, et un peu plus de temps que ce qu'on nous avait dit, ça va prendre plus de 10 ans. Et si on veut se fixer... Ce n'est pas inatteignable, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre pas mal de temps, 15 ou 20 ans, c'est le défi d'une génération, comme vous l'avez mentionné. Et si on veut se fixer un objectif raisonnable mais ambitieux à l'horizon de 10 ans, il faut viser 12 à 13% du PIB. Mais en fait, les points de PIB, je pense que ça parle pas beaucoup. Et donc, on a essayé de transcrire ça dans une autre façon qui nous parle plus, c'est à l'horizon de 2035, avoir une balance commerciale en biens équilibrée, c'est-à-dire que la France vende des biens manufacturés autant qu'elle en achète. Là, aujourd'hui, on a quand même un déficit de 60 milliards d'euros, et ce, depuis à peu près 20 ans. Donc, on voit l'ambition qu'il y a derrière cet objectif, et je suis certain, là, j'ai la conviction très forte, cheville au corps, qu'on peut le faire. Ouais. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, plus que jamais, Pascal Torquetil, on a pu le voir avec le Covid, notre dépendance aux importations. Il est indispensable de produire en France. Or, le déficit commercial, on vient d'en parler, n'est pas toujours rassurant. Oui, c'est vrai. Alors, on assiste en ce moment à un climat très anxiogène. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je pense qu'il faut avoir un regard... alors, moi, j'ai un regard d'entrepreneur, un regard lié aussi à ce qui se passe en France et ce qui existe de positif. Alors, évidemment, il y a des sujets qui ne sont pas forcément très attractifs, qui finalement donnent une image un peu pessimiste de la situation. Mais je crois qu'il y a des savoir-faire très importants en France qui font que, évidemment, qu'on aimerait atteindre 15% de PIB pour l'industrie,
Moi, je crois qu'il faut déjà aussi bien maintenir l'industrie existante en France, avec des savoir-faire qui sont assez extraordinaires dans toutes les régions. Donc, en renforçant finalement l'industrie existante, en accompagnant les dirigeants de ces sites industriels, de ces entreprises qui existent souvent depuis très longtemps avec des savoir-faire assez incroyables, je pense que déjà, on peut stabiliser la situation et tenter de l'accélérer. Alors, il y a beaucoup de PME, il y a des belles ETI, et je pense que c'est là que ça se joue. Alors, je ne mets pas à l'écart les startups, on parle de beaucoup de startup nation, etc., mais peu de startups aujourd'hui se transforment en industrie. Donc, je pense qu'il faut associer le tout. Et puis, je crois beaucoup au mentorat, on peut peut-être en parler un peu après, et à l'accompagnement de ces dirigeants. Parce que ces dirigeants, souvent, sont très seuls, soumis à beaucoup d'inquiétudes, de doutes, et pourtant, ils ont un savoir-faire incroyable. Donc, en s'approchant d'eux, eh bien, je pense qu'on peut rétablir un équilibre, l'audace qui est nécessaire pour pouvoir développer ces industries, qui sont très fortes en France dans certains domaines d'activité, d'autres, évidemment, sont très fragilisés, et qui permettent de rayonner à l'international. Donc, lier le savoir-faire français au défi du développement international et à l'accompagnement des dirigeants dans la durée, je pense que c'est un triptyque qui permet également de rassurer et essayer de consolider là où nous sommes aujourd'hui au niveau français. Cette question, je vous la pose à tous les deux. Du coup, pensez-vous que nos dirigeants ont une bonne lecture de l'éventail, de la variété du potentiel industriel de notre pays? Pascal Turquetil et ensuite Olivier Luancy. Alors, il y a dirigeants et dirigeants. Si on parle des dirigeants au niveau national, si on parle des dirigeants au niveau européen, si on parle des dirigeants politiques, en l'occurrence au niveau des régions, je pense qu'il y a une bonne connaissance dans les régions, des présidents de région, des structures locales, de l'ensemble des écosystèmes industriels. Et à ce titre, ils connaissent assez bien les secteurs d'activité qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, et ils sont quand même souvent là au rendez-vous d'une façon assez pragmatique des problématiques qui peuvent se rencontrer. Bon, après, il y a des questions de financement, il y a des questions de transmission, il y a des questions de fiscalité, il y a des questions de taxes qui dépendent pas nécessairement des régions et qui dépendent de la partie nationale. Donc, oui, il y a des ministres qui descendent en région, mais je pense que pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ce qui peut fragiliser ou, j'espère, développer l'industrie dans les régions, il faut absolument renforcer le local, le sur-mesure, l'association des industriels par filière. Alors, filière régionale, filière nationale, voire internationale, ce qui permettra vraiment de renforcer les industriels, les entreprises entre elles, pour se consolider dans la durée. Alors Olivier Luancy, la même question. Comment on explique déjà ces difficultés à la réindustrialisation en France? Parce qu'on vient de le dire, la prise de conscience chez le politique, elle existe, donc ça n'est pas un manque de volonté politique, j'imagine. Où est-ce que ça bloque et quelles sont les solutions? Alors, un premier point pour se compléter ce qui vient d'être dit sur les ETI et les PMI, oui, et insister dessus. Aujourd'hui, quand on regarde notre potentiel de réindustrialisation, si les chefs d'entreprise, de PMI et des ETI industriels réalisaient leurs projets, c'est-à-dire que s'ils avaient la capacité, s'ils n'étaient pas freinés pour le faire, on les néglige en France. On ferait 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation. Et donc la Startup Nation, encore une fois, c'est important d'avoir des nouvelles filières sur l'hydrogène, sur des innovations de rupture, mais ça représente 1/3 de notre potentiel de réindustrialisation. Donc non seulement les chefs d'entreprise des PMI et des ETI, dont on parlait à l'instant, il faut les soutenir pour maintenir ces savoir-faire, mais en plus ils ont en eux, dans leur projet d'entreprise, les 2/3 du potentiel de notre réindustrialisation. C'est quelque chose qu'on est peu allé chercher. Regardez les politiques nationales. C'est super de faire des politiques où on va financer la décarbonation. C'est nécessaire, c'est une nécessité pour l'environnement. C'est super de faire des politiques qui vont permettre de faire des innovations de rupture. Même chose, on est dans une compétition internationale. Mais il manque un 3e pilier. Ce pilier, c'est après des décennies de désindustrialisation, comment on renforce notre tissu industriel, ces PMI et ces ETI dans les territoires. Les régions le font, mais les régions, notamment les intercommunalités, mais quand on regarde les masses d'argent public, elles représentent à peu près 10% seulement de ce que l'État dispose et met sans doute sur d'autres priorités.
Je vais illustrer par un exemple assez simple une des contradictions qu'on a, un des freins qu'on a. Le foncier. Nous sommes le pays le moins dense d'Europe. Très bien. On a décidé de faire le zéro artificialisation nette. Très bien, c'est indispensable de protéger la biodiversité. Et dans les entretiens que j'ai avec les gens de la famille de l'industrie, personne ne va contre. On sait, c'est un rapport d'un préfet qui s'appelle Michel Blaisio, qui dit on peut faire les deux. On peut faire et réindustrialisation et zéro artificialisation nette. Mais pas avec les règles qu'on a adoptées. On a adopté des règles d'en haut qui sont complètement aveugles à la diversité des territoires. Déléguons localement, faisons après un ensemble au niveau des régions. On peut faire les deux, mais pas avec les règles qu'on a aujourd'hui. On en revient exactement aux propos qui viennent d'être tenus. Si on pilote les choses d'en haut, on peut avoir la meilleure volonté. On n'arrive pas à irriguer correctement ce qui se passe en bas avec tous ces détails. Ouais. Alors, on compare, vous avez évoqué les ETI, c'est vrai que le groupe Müller, c'est une ETI que vous avez dirigée pendant plus de 20 ans. On compare souvent le tissu industriel allemand à celui de la France, et notamment que l'idée que la vigueur de l'économie allemande, même si en ce moment elle est un peu en berne également, on reposerait sur ces nombreuses PME et ETI, contrairement à la France, je le disais à l'instant, qui négligent ces petites entités. Est-ce que c'est une réalité, ça, Pascal Torquetil ? On parle souvent de l'Allemagne, mais on peut aussi parler de l'Angleterre, on peut également parler de l'Italie. Ce sont des pays qui, finalement, se développent d'une façon très importante grâce à leur tissu d'ETI. Il y a un rapport généralement entre 1 à 3, voire 4, entre le nombre d'ETI en France et puis le nombre d'ETI dans nos pays voisins. C'est impressionnant. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a des questions également de transmission. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui étaient des fleurons français, faute d'aménagements fiscaux qui, eux, ont été trouvés intelligemment en Italie, en Angleterre, en Allemagne, sont restés dans des familles qui ont toujours la vision de long terme. Je pense que c'est très important. Pour qu'une entreprise se développe, il faut avoir une vision, il faut pouvoir donner le cap à l'ensemble de ses collaborateurs pour qu'ils soient en confiance, que les dirigeants incarnent et que donc on puisse investir dans la durée. Quand on parle d'investissement, on parle d'innovation, on parle de recherche et développement. Le temps long est très important. Donc, je pense qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises en France depuis maintenant assez récemment. Par exemple, le projet Étincelle. Le projet Étincelle, c'est détecter des PME à potentiel de croissance et les amener à devenir des ETI. Alors, il y a beaucoup à dire, mais l'intention est là. Après, la question, c'est vraiment l'accompagnement de ces dirigeants, puisque pour grandir, la posture du dirigeant doit évoluer. Il y a les questions de gouvernance, de capitalisation, d'actionnariat, et puis d'évolution du dirigeant en lui-même pour qu'il puisse beaucoup mieux gérer cette croissance, s'il peut investir dans la durée. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'accompagnement des dirigeants dans la durée. Alors justement, comment vous les accompagnez, vous, ces entrepreneurs, avec la Family Office Tepagia, oui, alors, vous avez créé? Généralement, je prends une participation, alors souvent minoritaire dans l'entreprise. Je peux le faire seul ou en m'accompagnant, en étant accompagné par d'autres Family Office. Ce qui montre le niveau d'implication aussi, tout de suite, j'imagine. Oui, tout à fait. Évidemment, la première chose, c'est la rencontre avec le dirigeant. Est-ce que le dirigeant est ouvert à avoir un nouvel actionnaire ? Est-ce qu'il y a une entente et une complémentarité entre le dirigeant qui connaît parfaitement son métier et puis l'autre dirigeant qui a un certain savoir-faire en tant qu'entrepreneur, pas forcément du même secteur d'activité, puisque les questions qui se posent à la direction d'une entreprise, c'est souvent les mêmes, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, ouvrir les chakras, pouvoir révéler à l'autre entrepreneur ce qui va et ce qui ne va pas. Puis il y a une question également d'équilibre de vie. N'oublions pas qu'un dirigeant, c'est un être humain. Il y a l'aspect évidemment professionnel, mais il ne faut pas oublier également l'équilibre de vie personnel, familial, l'aspect transmission, l'aspect quotidien. Si on n'est pas bien dans sa peau et puis si on est tendu, on n'est pas tellement rassurant. Donc, je pense que dans mes investissements, c'est un credo très important en se disant on peut s'entendre, on peut amener de l'expérience, il y a un effet miroir rassurant, on ouvre des sujets qui sont souvent très personnels et qui pourtant sont essentiels pour la pérennité de l'entreprise
et surtout la motivation, la volonté au quotidien de l'entrepreneur à poursuivre ses efforts. Et voire à transmettre à sa famille quand c'est possible, ou à transmettre ou à céder à d'autres entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est un climat à favoriser de plus en plus. Et j'ai l'impression que le mentorat commence aujourd'hui à être de plus en plus reconnu. Et il est certain que, je le vois à l'Institut du mentorat entrepreneurial, tous les entrepreneurs accompagnés se retrouvent en croissance, limitent leurs doutes, décident plus vite, échangent mieux et posent sur la table les vrais problèmes. Et ce qui n'est pas dit, c'est un peu comme un docteur, on détecte les pathologies, ce qui n'est pas dit, si l'état de confiance est là, c'est abordé et on trouve des solutions plus rapidement. Donc ça me semble un point très important et c'est un des critères très importants dans mes prises de participation au sein des entreprises dans la durée. On va parler des générations futures maintenant parce que ça, vous êtes d'accord là-dessus, cette réindustrialisation passe par un défi générationnel. Olivier Liancy, vous avez écrit ce livre, Réindustrialiser le défi d'une génération. Alors justement, les défis que ces générations futures doivent relever en quelques mots, Olivier Liancy. Quels sont ces défis? Quels sont ces défis majeurs? On change de monde, on change de paradigme et donc il faut répondre à l'environnement, à la question environnementale, il faut répondre à la question de la souveraineté. Et puis un autre enjeu que nous avons en France, on n'est pas les seuls en Europe à l'avoir, c'est l'enjeu de la cohésion territoriale. On l'a vu avec les Gilets jaunes, la désindustrialisation a conduit à concentrer la richesse dans les métropoles et on a des territoires qui sont paupérisés, qui se sentent laissés pour compte, qui sont plus dans le récit de la nation. Et ce que moi je trouve fantastique aujourd'hui, parce que on peut lister tous les freins, j'ai parlé du foncier, on peut parler des procédures, on peut parler des compétences, on peut parler du financement, du prix de l'énergie, etc. Tout cela, c'est des choses qu'on doit traiter au niveau des politiques publiques, où il y a besoin de re-regarder un peu ces sujets-là. Mais il y a un dynamisme dans les territoires qui est assez fantastique. Il y a un an, j'ai publié un livre avec 15 comptes rendus de gens que je me suis permis d'appeler des néo-industriels. Oui, on vous avait reçu à cette époque-là. C'est vrai que c'est enthousiasmant de lire leur parcours. Ils sont fantastiques. Ils sont habités par une grande cause. Alors, pas tous les mêmes. Il y en a certains, c'est le Made in France. D'autres, c'est la circularité. D'autres, c'est la biodiversité, comme par exemple le fondateur de Insect. Ils se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale, industrielle. Ils sont pas tous ingénieurs. C'est ça qui est assez fantastique. C'est-à-dire qu'on peut devenir un industriel sans être nécessairement un ingénieur. Et ils sont en train de faire des prouesses. Pensez à 1083, par exemple, sur des jeans made in France. Mais on a aussi Blackstar qui fait maintenant une usine industrielle de rechappement de pneus. Donc, on a comme ça toute une génération qui est pas assez visible, à mon avis, de jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui couvrent des domaines très très variés. Donc il n'y a pas la notion d'une filière stratégique autre, mais il y a des opportunités de business sur lesquelles ils vont, comme des entrepreneurs. Et dans le secteur de l'industrie, ça c'est important de le dire, il a envie d'industrialiser les choses. Ouais. Exactement. Et ces gens-là, je pense qu'ils peuvent devenir nos figures inspirantes. Quand je les ai interrogés, par exemple, j'aurais demandé, est-ce que vous avez un modèle ? Presque personne n'avait de modèle. Bien sûr, il y a Elon Musk qui traîne quelque part, mais au niveau de la RSE, point de vue européen, ça colle pas tout à fait. Et en fait, cette génération-là est en train de devenir les modèles que j'espère beaucoup de jeunes suivront pour refaire cette industrie ancrée dans les territoires sur les sujets de souveraineté et d'environnement. Dernière question à tous les deux. On va commencer avec vous, Olivier. Quels conseils vous donneriez à ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui soit hésitent à se lancer, soit sont dans une période un peu compliquée pour maintenir le cap? Quels conseils vous leur donneriez? Moi, je suis très proche de ce qui vient d'être dit. Quand je les ai interrogés, en fait, je me rends compte qu'ils ne se connaissent pas entre eux. Ils ont des aventures fantastiques et très souvent, ils sont solitaires. Alors, il y a des conseillers comme moi qui peuvent venir les voir, mais ce qui est important, c'est qu'ils échangent entre chefs d'entreprise. C'est dans cette communication, cette confiance entre pairs qu'ils trouveront les meilleures réponses. Je rêve, moi, de créer une communauté des néo-industriels, que ces gens qui s'engagent dans tous les territoires, ils sont dispersés, donc on peut pas les mettre comme ça facilement dans une salle ou les réunir pour un apéritif. Mais je rêve que cette communauté de gens parle beaucoup plus entre eux, et puis après, parle d'eux à l'extérieur, qu'ils donnent envie à nos jeunes, qu'ils fassent réfléchir nos politiques publiques. Voilà, mon premier conseil, c'est vraiment faisons communauté, échangeons. Merci Olivier Liancy. Et vous, alors Pascal Torquetil, se faire accompagner, ne pas avoir peur, justement, d'échanger, Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un conseil, j'en ai un, c'est ne pas rester seul.
Ouais. La solitude, c'est ce qu'il y a de pire. Donc ça rejoint ce que vient de dire Olivier Luancy. On peut bénéficier de réseaux d'entrepreneurs incroyables. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas s'isoler. Les solutions, on peut les trouver à plusieurs. Il faut surtout s'associer avec les uns et les autres. Et puis, deuxième chose, l'optimisme entraîne l'optimisme. C'est-à-dire que la situation anxiogène qu'on vit aujourd'hui, il ne faut pas non plus se lever le matin en y pensant. Il y a un peu la méthode Coué, l'autosuggestion du matin. Et puis, je rejoins aussi ce que disait Olivier, c'est avoir des figures incarnantes, des nouveaux militants industriels qui prendront la parole, qui rassureront, qui communiqueront en faveur de l'industrie, parce qu'en France, on a des pépites incroyables et des savoir-faire dont il faut savoir parler pour attirer les jeunes également dans nos métiers. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant de vous écouter, merci, c'est enthousiasmant, ça fait du bien, cette ambiance un petit peu morose. Olivier Luancy, je rappelle votre livre « Réindustrialiser, le défi d'une génération » et merci également à vous Pascal Turquetil. Et je rappelle le Family Office, Tepagia. Vous accompagnez tout type de secteur d'activité ? En quelques mots ? Plutôt des secteurs d'activité à impact, bien sûr, des sociétés plutôt matures, mais ça peut être industriel, ça peut être des activités de service en France et à l'international. Merci encore. Il est l'heure d'aller retrouver maintenant Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengermar. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et cette semaine, Thibaut, vous étiez du côté d'Espelette, au Pays Basque. J'ai une petite idée du thème de votre reportage. Ah oui Nathalie, je ne pouvais pas visiter Espelette sans enquêter sur son fameux piment. Et en déambulant dans la ville, je suis tombé sur quelqu'un qui est incollable sur ce condiment labellisé AOP. Elle s'appelle Laurence. Elle tient une boutique de producteurs qui s'appelle Tipia. Alors tendez bien l'oreille, vous allez tout savoir sur l'origine du piment d'Espelette. Alors il est arrivé avec Christophe Colomb au XVIIe siècle. Et après il a été implanté ici et il est resté depuis ici sur Espelette et ses environs. Il a été particulièrement apprécié quand les épices étaient très chères et il remplaçait le poivre à l'époque quand les gens ne pouvaient pas s'acheter de poivre parce que c'était trop cher. Et en fait, chaque année, il reprenait les graines de la production précédente et il ressemait. C'est quelque chose qui se fait uniquement en plein air. Il y a une chose qui est importante, c'est que le climat ici du Pays Basque était très favorable et est toujours très favorable à la culture du piment. Alors oui, parce qu'en fait, la terre correspond tout à fait à la culture du piment, mais en plus au niveau du climat, on a beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité, donc il se développe tout seul. On n'a même pas besoin de l'arroser. De toute façon, dans le cahier des charges, on n'a pas le droit d'arroser le piment d'Espelette une fois qu'il est mis en plein champ. On parle de cahier des charges, il y a une appellation AOP, je crois. Oui, il y a une appellation AOP depuis 2000. Et donc, c'est une des appellations qu'il y a au Pays Basque et qui est quand même très reconnue. Et donc, les grandes lignes du cahier des charges, c'est quoi ? Alors, on n'a pas le droit de le cultiver en serre, donc on suit l'évolution naturelle du piment. On va faire un semis en janvier, à peu près janvier-février. Après, on va faire des plants et on plante en plein champ en mai-juin. Et chaque production est contrôlée par des organismes certificateurs. On ne peut pas faire de la poudre comme on veut, il faut qu'elle ait une certaine qualité. C'est très très surveillé. Voilà. Et la zone où on peut la cultiver est très restreinte. Alors en fait, ça va être Espelette et 10 villages alentours. Et c'est des parcelles qui sont bien définies par l'INAO, un organisme national. On ne peut pas faire ça où on veut. Il faut que ce soit déclaré et que ce soit surveillé. Voyons si vous êtes aussi incollable que Laurence Thibaut. Sur l'échelle de Scoville, qui mesure la force du piment, on a combien avec le piment d'Espelette ? Facile, c'est 4. C'est pas si fort que ça finalement. Ouais, c'est comme le poivre en fait, c'est pas quelque chose d'agressif. Alors pour info, cette échelle va jusqu'à 10 et à 10 on est sur des sensations un peu explosives. Ouais. On n'a pas parlé du séchage. C'est vrai qu'on a tous en tête ces façades de maisons basques avec ce piment accroché qui sèche. C'est toujours le cas ? Eh bien j'ai interrogé Laurence à propos du séchage. Écoutez sa réponse. Autrefois ils étaient séchés sur les façades et en fait c'était des grandes maisons familiales dans lesquelles il y avait les grands-parents, les enfants, les oncles, les tantes. Donc il y avait énormément de monde dans ces maisons familiales. Et du coup, ils les faisaient sécher sur les façades. Mais c'est assez solide, donc ça ne bougeait pas. Et ça correspondait à leur consommation d'équivalent de poivre de l'année. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est séché à basse température pendant 2 à 3 jours dans des fours.
Ici, on est devant des plants de piments que vous cultivez vous-même. Oui. Alors, on en est où là, à peu près? Eh bien là, il commence à devenir rouge là, il passe du vert au rouge. Oui, alors ils vont continuer à produire tout le temps jusqu'à fin octobre. En fait, normalement c'est jusqu'aux premières gelées, mais octobre-novembre, ils vont produire. Et c'est l'avantage que ça a, quoi. C'est sa qualité première, ça va être son parfum, pas son piquant. Et après, ça va être une histoire de dosage dans la cuisine. Plus vous voudrez quelque chose de piquant, plus vous le doserez en quantité. Alors faites-nous rêver, quel plat peut être agrémenté de piment? Alors, ça va être la piperade, le poulet basquez, la choix de veau, tous les plats classiques. D'ailleurs, ici, dans les restaurants, souvent, vous ne trouvez pas de poivre. Vous allez trouver à la place du poivre un pot de piment d'Espelette sur les tables des restaurants. Ah là là, elle nous met l'eau à la bouche, Laurence. Merci beaucoup, Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Merci également, chers auditeurs. Merci de nous suivre tous les dimanches à 13h30 sur Sud Radio. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.